Le Conseil national de dialogue politique CNDP se réunit ce jour afin de se pencher sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle relativement à la loi modifiant le code électoral et aussi l'organisation du 10e anniversaire de cette structure. Le ministre d'État des Mines et du Développement industriel était face à la presse ce matin. L'état de négociation avec le groupe nucléaire français Areva, notamment le renouvellement du contrat minier, était le principal point. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce journal. Le Conseil national de dialogue politique CNDP s'est réuni ce matin sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini, président du Conseil, en présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. L'arrêt de la Cour constitutionnelle relativement à la loi modifiant le code électoral et certaines préoccupations soulevées par les députés lors de la dernière session de l'Assemblée nationale ayant adopté la dite loi et l'organisation du 10e anniversaire de cette institution ont été à l'ordre du jour de cette rencontre. Gérard Abdelaziz, Issefounoum. Parmi les observations émises par la Cour constitutionnelle relativement à la loi modifiant le code électoral, une a particulièrement suscité des débats chez les représentants des partis politiques tous bords confondus, qui étaient au grand complet lors de cette réunion du Conseil national du dialogue politique, CNDP. Il s'agit de la question de la rupture d'égalité entre les membres de la CENI s'agissant du serment. On avait rédigé l'arrêté portant organisation pour la sélection de projet d'arrêté. On était sur le point de le signer pour la sélection des candidatures au niveau du comité du fichier électoral quand cet arrêt-là est tombé. Donc, par conséquent, si la loi n'est pas adoptée, nous ne pouvons pas mettre en place le comité électoral du fichier biométrique, mais c'est indépendant de l'administration. L'arrêt est tombé juste au moment, heureusement qu'on n'avait pas signé l'arrêté, on était sur le point de le signer pour lancer la procédure de sélection et de formation du comité électoral quand cela est tombé. Donc là, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas imputer ça au gouvernement. La Cour constitutionnelle, ces arrêts suspendent bien sûr l'application de la loi. Donc ça, c'est le premier problème. C'est pour ça qu'il est urgent, du point de vue du calendrier, puisque la question a été posée, que l'Assemblée nationale intègre les différentes modifications de la loi. Et je crois que les techniciens ont revu la loi, ils l'ont décomposée en 3 lois, hein, puisque c'est ça la conséquence de l'arrêt. Deuxièmement, il y a une question de fond qui a été posée, puisque ça, comme le disait le représentant de la MRN, les observations de la Cour n'ont pas porté sur nos discussions dernières, sur le comité électoral sur le fichier biométrique, ils ont porté sur le code électoral lui-même qui est en application, qui a concerné les élections précédentes et tout. Donc là, c'est un problème. Et il y a une disposition qui risque de faire débat, qu'ils ont contesté, et c'est un débat de fond. Il faudrait bien qu'on en parle tout de suite, parce qu'ils disent que si les présidents des bureaux de vote ou les membres des bureaux de vote jurent, il n'y a pas de raison que les membres de la CENI ne jurent pas au plan national, alors que c'est un vieux débat, parce que les magistrats disaient qu'eux, ils ne jureraient pas parce qu'ils ont prêté déjà serment, etc., un serment laïque. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire, si on intègre ça, est-ce que nous aurons les magistrats au niveau de la CENI? Je tiens à dire que l'originalité de l'organisation des élections au Niger, c'est que ces élections sont principalement organisées par les magistrats. Je pense que ce serait un recul pour le Niger que les magistrats se retirent de l'élection. Sur le plan démocratique, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons. Il n'est pas bon de créer les conditions pour que les magistrats cessent de participer à l'organisation des élections de notre pays. Mais après ces explications du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, un consensus sera trouvé par rapport à cette question et les préoccupations soulevées par les parlementaires lors de la dernière session de l'Assemblée nationale ayant adopté la loi modificative du code électoral seront prises en compte. À l'unanimité des membres du CNDP, nous avons opté pour la généralisation du serment confessionnel à tous les membres, à tous les intervenants, en tout cas dans le processus électoral, qui sont astreints à un serment. Donc ils doivent prêter un serment confessionnel, c'est-à-dire sur le livre saint de leur confession. Donc ceci est très important parce que je pense que cela reflète effectivement l'opinion
nationale et en tout cas en particulier l'opinion de la classe politique. S'agissant des observations faites par certains députés, certains honorables députés, qui portent sur un certain nombre d'articles, je pense que là également les membres du CNDP se sont prononcés sur les questions souvent pertinentes qui ont été abordées dans ces amendements, dans ces propositions d'amendements faites par certains députés. Il y en a qui ont déjà fait l'objet d'un consensus, donc de débats très approfondis au niveau du CNDP, pour lesquels les membres du CNDP ont jugé utile donc de maintenir la position. Ils ont réconfirmé, réaffirmé donc leur consensus autour de ces questions, notamment la question de l'ordonnateur du budget du CFEP, qui doit être le secrétaire permanent de la CENI, les questions de la caution au niveau des élections présidentielles, qui sont ramenées à 10 millions au lieu de 20 millions. Et donc pour les autres questions qui n'ont pas fait l'objet du débat, le débat a eu lieu et je pense que la position du CNDP va être transmise très prochainement à l'Assemblée nationale. Les membres du CNDP ont jugé utile, compte tenu du temps qui nous est imparti pour la mise en place en particulier du fichier électoral biométrique, il a été jugé utile vraiment de songer à demander à l'Assemblée nationale une toute prochaine session pour qu'elle puisse examiner de manière globale et définitive le projet, les propositions qui lui seront soumises s'agissant des modifications du code électoral. Les participants ont ensuite et enfin suivi le compte-rendu des travaux du comité mis en place pour l'organisation de l'anniversaire du CNDP qui aura 10 ans le 30 janvier prochain. Que là, les membres du CNDP sont d'avis que ce 10e anniversaire doit être célébré de manière appropriée pour faire mieux connaître aux Nigériens, à l'opinion nationale, les activités et le bilan du CNDP. Franchise, consensus, fraternité et respect mutuel ont prévalu au cours de cette rencontre du CNDP. Une sérénité saluée par le Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP, avant de lever la séance. Visite de la première dame Haji Aïssata Issoufou ce matin au Centre national de référence des fistules obstétricales de Niamey. Suite à cette visite, la Fondation Gourivi Meilleur a fait un important don à ses patientes atteintes de la fistule. Elle était accompagnée par Kumba Gawlo, l'artiste sénégalaise qui œuvre aussi dans l'humanitaire à travers son association. Djouari Saka, Askou Jibril. La première dame Aïssata Issoufou avec son hôte Kumba Gawlo ont voulu d'abord s'enquérir de la situation du centre, les conditions dans lesquelles le personnel et les fistuleuses sont. Elles ont visité les salles d'hospitalisation. Là, elles ont échangé avec les malades. Ensuite, les salles d'examination et le bloc opératoire. Selon le responsable, pour que le centre soit opérationnel, il leur faut un effectif complet et qualifié. Quant à cette doléance, la première dame a rassuré le personnel et les responsables avant de faire ces dons constitués de riz, de pâtes alimentaires, d'huile, du savon, des moustiquaires et des pagnes aux 52 femmes fistuleuses en attente d'opération. Nous sommes ici pour apporter notre appui aux femmes fistuleuses et au centre de référence de la fistule obstétricale. Parce que ces femmes sont des femmes dont tout le monde parle, ça fait des années, mais le problème n'est toujours pas résolu. Donc, et elles vivent dans leur quotidien pénible. Et nous sommes venus aujourd'hui avec ma fille Kumba Gawlo pour apporter notre soutien à ces femmes et à ce centre. Nous savons qu'il y a des difficultés de toutes sortes. Aujourd'hui, nous avons opté pour améliorer un peu leur quotidien, la commodité de leur séjour, en attendant qu'on puisse améliorer le problème médical technique.
Koumba Gawlo a lancé un appel à l'endroit de toutes les bonnes volontés pour qu'elles expriment leur solidarité à l'égard de ces femmes. Je voudrais juste en quelques mots dire mon émotion ici, après ma visite dans ce centre et après avoir rencontré toutes ces femmes. Je suis assez émue, je dois le dire, pour plusieurs raisons. D'abord, en tant que femme, je sens une partie de moi souffrante ici, mais aussi en tant qu'Africaine, en tant que présidente d'une association humanitaire. Je reste convaincue qu'avec de la volonté, avec des personnes comme notre maman, la première dame, présidente de la fondation Guru Vie Meilleure, qui ne cesse de montrer tous les jours son abnégation, son envie, son cœur de mère et son cœur de femme, je reste convaincue qu'on arrivera à trouver une solution et à sortir ces femmes de cette douleur. Avec la volonté et l'engagement d'institutions comme UNFPA, je reste convaincue qu'on arrivera à sortir ces femmes de leur tristesse, à les aider à lever la tête, à garder la tête haute et à sortir de cette douleur. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique et le directeur adjoint du centre, cette visite vient les encourager et le don vient soulager un tant soit peu ces femmes attristées par cette maladie. Conférence de presse ce matin animée par le ministre des Mines et du Développement industriel. Le ministre d'État, Omar Hamidou Tiana, a fait le point sur l'état des négociations entre le Niger et le groupe nucléaire français, arrivant notamment sur la question du renouvellement du contrat minier. Suivant un extrait des réponses qu'il a données aux journalistes locaux et internationaux. Dès que nous avons eu vent de l'arrêt de la production, nous avons aussitôt saisi par écrit les sociétés minières pour leur rappeler que l'article 123 et 124 du Code minier, donc la loi minière, et l'article 17 du décret d'application, stipule que tout début ou toute fermeture d'exploitation minière doit se faire avec l'autorisation préalable du ministère des Mines. Et nous n'avons pas délivré cette autorisation. Il nous a été répondu que ces sociétés étaient en maintenance pour une quinzaine de jours. Ce délai ayant expiré hier, nous avons saisi le secrétaire général du gouvernement afin que les recours juridiques nécessaires soient mis en œuvre pour obliger les sociétés minières à reprendre la production. Et cela se fera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Le ministre d'Art que vous retrouverez en partie magazine de cette édition, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, Ousmane Abdou, a procédé ce matin au lancement de la première édition du Otungo ou Fête des éleveurs de la commune rurale de Guéladjo, département de Saï. C'était en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabri, et de plusieurs autres invités. Sahabi Bouda Jibono. Cette manifestation culturelle qui marque le retour des animaux de la transhumance est l'occasion de se retrouver, d'échanger sur les questions liées à l'élevage entre les éleveurs. À Guéladjo, les réjouissances populaires de cette première édition ont débuté hier après-midi. Elles se poursuivront aujourd'hui et demain. Pour le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, Ousmane Abdou, cette première édition de Otungo de Guéladjo intervient à un moment où les autorités de la 7e République déploient des efforts soutenus pour la promotion et la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, au-delà du volet spectacle, dont seuls mes cousins Peul ont le secret, le Otungo de Guéladjo a fort opportunément introduit une innovation qu'il me plaît de souligner ici. En effet, il sera organisé un forum de sensibilisation de communautés sur les aspects majeurs suivants: la participation active aux actions de développement, la promotion de la bonne gouvernance, les tenants et aboutissants de la décentralisation, etc., etc. Monsieur le gouverneur de la région de Tillabéri, monsieur le maire, je me réjouis des mesures d'accompagnement combien précieuses que vous venez de rappeler au titre de l'appui de l'État, mesures d'accompagnement comprenant entre autres
une mini-adduction d'eau potable, 250 tonnes de céréales gratuitement distribuées en 2013, le traitement de nombreux sites dans le cadre des activités génératrices de revenus, gage d'une réduction significative du phénomène d'exode rural, pour ne citer que cela. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimiou Diabéri, a félicité l'initiative des populations de la commune rurale de Guéladjo d'organiser ce genre d'événements culturels pour le bien de tous et salué le comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour sa réussite. Le gouverneur Assimiou Diabéri a saisi l'occasion pour parler longuement de la sécurité au niveau de la région de Tillabéri, particulièrement dans sa zone nord. Devant un public venu très nombreux, il a assuré les uns et les autres que Tillabéri a connu certes une période d'insécurité, mais aujourd'hui, a-t-il dit, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les populations et leurs biens et la paix est revenue. Vaquez donc normalement à vos occupations quotidiennes, a-t-il ajouté. L'État est là pour garantir votre sécurité. Assimiou Diabéri a également invité les populations à organiser des prières collectives pour la paix et la stabilité du Niger. Quant au maire de la commune rurale de Guéladjo, Amadou Soumana, il a dressé la carte postale de son entité administrative et affirmé que les populations vivent en parfaite symbiose entre toutes les communautés. Enfin, le maire de Guéladjo a adressé ses remerciements aux autorités de la 7e République pour tous les efforts faits à l'endroit de ses administrés. Le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses a présidé ce matin la cérémonie de remise d'un don de la République islamique d'Iran. Mohamed Sanoussi El Hadji Samoro a réceptionné des dizaines de véhicules destinés à la ville de Niamey. Il s'agit surtout de résoudre le problème de mobilité au niveau de la capitale à travers ce geste. Aman Omar. Rappelons tout d'abord que la mobilité est l'une des grandes priorités du maire président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou Sanda, qui croit fermement que c'est à travers les échanges interurbains que jaillira la croissance. Voilà pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui est d'une importance capitale aux yeux du maire président du conseil de ville de Niamey, qui d'entrée de jeu a tenu à remercier le gouvernement de la 7e République, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour son soutien sans faille et son encadrement conséquent. Cette cérémonie est la preuve une fois de plus de l'intérêt que la République islamique d'Iran porte à notre pays, le Niger en général et la ville de Niamey en particulier. Je me réjouis tout particulièrement du partenariat entre l'ambassade de la République islamique d'Iran au Niger et la ville de Niamey qui a permis d'obtenir ce don iranien au grand bonheur des populations de Niamey et plus particulièrement les jeunes qui seront bientôt les bénéficiaires. Ce don iranien est composé de 90 véhicules flambant neufs avec un kilométrage zéro au compteur pour une valeur estimée à $600 000 US, soit près de 300 millions de nos francs. Un geste plein de sens et de signification, dira Hassan Seydou Sanda, qui appelle à la conjugaison d'esprit et de savoir-faire afin que chacun dans sa sphère de responsabilité concrétise l'idéal noble du président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou, pour la croissance du Niger. La partie iranienne, composée d'experts et de diplomates, a abondé dans le même sens de l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, qui aujourd'hui plus que jamais compte appuyer le Niger dans divers programmes, notamment le volet 3N, afin que l'autosuffisance alimentaire et le développement soient une réalité au Niger. Un satisfait honorable aux yeux du ministre délégué à la décentralisation, aux affaires coutumières et religieuses, Sanoussi Samro, représentant ici le ministre des Affaires étrangères. La cérémonie d'aujourd'hui vient concrétiser la mise en œuvre d'un volet du mémorandum exécutif d'accord relatif à l'aide au développement de la République islamique d'Iran à la République du Niger, signé le 24 juin 2011. Ce geste de votre pays, que j'apprécie à sa juste valeur, constitue un apport inestimable aux efforts du gouvernement de la République du Niger dans la mise en œuvre de son programme visant à fluidifier le transport urbain à Niamey.
En effet, cet important appui en moyens logistiques contribuera ainsi à renforcer les capacités de la ville de Niamey en matière de transport urbain, améliorant ainsi les conditions de vie de la population de Niamey. Le ministre Mohamed Samrou, qui comprend bien le sens de cet appui, a fait un éclairage sur les relations séculaires qui existent entre le Niger et la République islamique d'Iran. Peu après, s'en est suivi la remise des clés de véhicules et des cadeaux et une photo de famille afin de cristalliser l'événement. Le premier, d'ailleurs, le plus important dans ce sens. Cérémonie d'ouverture ce matin de la table ronde sur le programme d'aménagement des voiries de la ville d'Arlit. Cette cérémonie a elle aussi été présidée par le ministre délégué à la décentralisation aux affaires coutumières et religieuses, Mohamed Sonoussi El Hadji Samro, en présence des autorités de la région d'Agadez et des partenaires au développement et de plusieurs autres invités. Aïssa Alzouma et Abdullah Hamidou. Cette table ronde initiée par le conseil de ville d'Arlit intervient dans le souci constant d'œuvrer aux côtés de l'État pour améliorer les conditions de vie des populations de la ville d'Arlit à travers Arlit Sarho, autrement dit Arlit Niala. En effet, deux éléments nous ont conduits à prendre une telle initiative. Le premier est la nécessité de plus en plus pressante de construire notre commune qui a depuis longtemps espéré voir l'offre de services sociaux de base satisfaire les besoins fondamentaux et légitimes de la population. Le deuxième est lié au contexte sécuritaire qui nous a été imposé à notre corps défendant, d'abord par des rébellions menées par des concitoyens, ensuite par les banditismes résiduels et transnationaux. Les effets de ces événements constituent une véritable contrainte au développement de la région d'Agadez en général et la commune urbaine d'Arlit en particulier. Cette situation a beaucoup influé négativement sur le développement des partenariats avec notre commune. Dans son allocution, le ministre délégué à la décentralisation aux affaires coutumières et religieuses a tenu à souligner l'intérêt particulier que le gouvernement attache à ce programme qui entre dans le cadre de la décentralisation intégrale qui constitue le processus de transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales. C'est pour moi ici l'occasion de réitérer une fois de plus l'engagement de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et la détermination du gouvernement de la 7e République d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de la décentralisation dans notre pays. C'est dans cette lancée que plusieurs actions ont été entreprises par le gouvernement. Il s'agit, entre autres, de l'adoption des textes d'orientation et d'instruments de mise en œuvre opérationnelle, notamment l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, la stratégie nationale de la formation des acteurs de la décentralisation, le plan national de formation, le centre de formation en gestion des collectivités territoriales et tout récemment le document cadre de politique nationale de décentralisation et la validation de son plan d'action prioritaire. À cela s'ajoutent plusieurs ateliers et rencontres d'échange organisés dans cette optique. Cette décentralisation qui comporte d'importants enjeux au plan politico-économique et financier favorise l'identification des priorités locales de développement et la mobilisation des ressources humaines et financières autour de ces priorités. La commune urbaine, qui est le chef-lieu du département d'Arlit, constitue le principal pôle de développement pour le département. Ainsi, ces travaux permettront sans nul doute de trouver des solutions aux problèmes qui minent la ville d'Arlit. Notons que la clôture des travaux de cette table ronde est prévue aujourd'hui même. Le gouverneur de la région de Niamey Hamidou Garba, Mamadou, a quant à lui donné ce matin le coup d'envoi des activités de la caravane L'école, une affaire de tous, je m'engage. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, communales et des responsables de l'éducation. Abba Moussa Touman, Issouf Soumaïla. Il convient de souligner que cette opération vise essentiellement à récupérer les tables bancs en mauvais état, et cela dans l'ensemble du pays en général et la région de Niamey en particulier. Présentement, la région de Niamey compte comme effectif scolaire quelque 291 000 élèves, exprimant ainsi un besoin en table-banc de 93 569
dont 73 078 existants, de 14 555 à réparer et 34 533 à pourvoir à la veille de la rentrée scolaire 2013-2014. En procédant au lancement de cette opération, le gouverneur Hamidou Garba Mamadou a souligné que cette idée de caravane constitue l'expression manifeste de la volonté de la jeunesse de la région de Niamey à participer activement à des actions de développement. À travers cette caravane, a-t-il ajouté, des milliers d'élèves trouveront des places assises pour suivre les cours d'apprentissage. Cette activité du réseau des jeunes actifs du Niger, loin d'être isolée, cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7e République. Des efforts considérables ont été déployés en vue d'apporter des solutions idoines aux problèmes que rencontre le système éducatif nigérien, tant au niveau national que régional. Nous osons espérer que la caravane L'école, une affaire de tous, je m'engage, fera école du fait qu'elle permettra de sensibiliser les scolaires sur la nécessité de préserver les mobiliers scolaires que l'État met à leur disposition à grands frais afin d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Préserver le bien collectif est un acte patriotique de civisme. Tel doit être le message que les jeunes scolaires doivent retenir de la caravane, a conclu Hamidou Garba Mamadou avant de donner le premier coup de pince à Soudé. Auparavant, le président du comité d'organisation, le président du réseau des jeunes actifs du Niger, le secrétaire général de l'USN, le secrétaire général du comité directeur de l'USN sont intervenus pour saluer cette action qui, en définitive, résoudra en grande partie les problèmes de l'école. Il faut aussi ajouter que cette opération s'est déroulée également au lycée Kassai où le gouverneur de Niamey a saisi l'occasion pour lancer un appel aux anciens élèves de cet établissement. J'en appelle en tout cas à l'association des anciens élèves du lycée Kassai, notamment la première dame Aïssata, notamment l'ancienne ministre de la promotion de la femme, aujourd'hui présidente du SAFAM, Bari Bobtenyandou, ainsi que plusieurs responsables aujourd'hui nationaux qui ont étudié dans cet établissement-là. L'école, le lycée Kassai a besoin d'eux. Et je pense qu'il faudra qu'ils reviennent pour voir un peu l'état dans lequel ce lycée se trouve actuellement. Ce matin, on parlait du congrès de Niamey du deuxième conseil consultatif du gouverneur de Lions Club de la zone 122 du Niger. Objectif faire le bilan trimestriel des activités de cette zone et c'était en présence du représentant du gouverneur et du président du conseil de la zone 122. À côté, Wagalassan, Salamat Maman Rabiou. C'est par l'IM Lions Club qu'a débuté ce deuxième conseil consultatif du gouverneur de la zone 122 du Niger. Cette rencontre est une occasion pour les membres de Lions Club de faire le bilan trimestriel des activités de la zone 122 afin de renforcer les capacités de ce club. Et nous nous rencontrons puisqu'il y a des programmes d'activité que chacun des clubs suit et trimestriellement, à travers ce que nous appelons le conseil consultatif du gouverneur, nous nous retrouvons pour analyser les différents rapports que les clubs doivent faire ce matin. Et à la suite de ces rapports, une discussion s'engage pour voir s'il y a des aspects du plan qui n'ont pas été respectés, quels sont les moyens à prendre pour atteindre les objectifs. Bref, c'est vraiment le bilan diagnostic des activités du lionisme au Niger. Nous sommes dans la zone 122. Ce cadre a été également mis à profit pour relever certaines difficultés relatives au fonctionnement de cette structure. Et nous avons ce problème de mobiliser nos effectifs pour entreprendre ces actions. Nous essayons de les régler. Nous avons des problèmes d'ordre financier puisque vous savez que nous n'avons pas de subvention de l'État. Nous vivons sur la base des cotisations des membres et puis des subventions que nous recevons de nos organismes de tutelle à l'extérieur. Cela est insuffisant vu les besoins. Notre philosophie est de ne pas attendre que l'État seul faire face aux problèmes du pays. Nous disons qu'en tant que Nigériens, en tant que chanceux, puisque ceux qui militent dans le mouvement ont une activité, ont un emploi, nous réservons notre temps et nos ressources pour en tout cas venir en aide à ceux qui n'en ont pas. Malgré ces problèmes, les membres du Lions Club
continuent à témoigner leur engagement pour l'atteinte de leurs objectifs. Car l'idéal de Lions Club, c'est de servir les autres qui sont dans le besoin. La Jeune Chambre internationale JCI Niger a fait ce matin sa 11e rentrée solennelle au titre de l'année 2014. Le thème de cette rentrée au titre de cette année est « Motivons les jeunes pour un changement positif durable ». Cette 11e rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale JCI Niger lance les activités du plan d'action et du budget 2014. Activités qui seront conduites sous la présidence de la nouvelle équipe avec à sa tête Harouna Zakou qui entend insuffler le sens de la créativité, de l'innovation et de la culture de l'excellence au sein de la JCI. Notre programme d'action révélera donc la charpente même de notre organisation à travers le renforcement des capacités de l'individu, la promotion de l'entrepreneuriat, la réalisation de projets sociaux communautaires à impact et la visibilité de l'organisation à l'interne et à l'externe. En effet, cette année, nous ferons de notre institut de formation l'élément central qui nous permettra d'atteindre beaucoup de nos objectifs. Nous mettrons à la disposition de nos partenaires ce puissant outil de leadership pour leur permettre d'atteindre efficacement les leurs. Mesdames et messieurs, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, disait, je cite, « L'heure n'est plus à la routine. Pour façonner l'avenir que nous voulons, nous devons réfléchir et agir de manière nouvelle et différente. Nous devons faire sauter un obstacle à notre progrès commun, la tyrannie du statu quo. » Les actions menées par la Jeune Chambre internationale cadrent avec la politique des autorités nigériennes qui vise la promotion d'une économie compétitive par l'insertion économique des jeunes. Comme l'atteste votre credo, il vous faut cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales. Ces valeurs sont fondées sur la discipline, l'esprit d'équipe, la rigueur, l'intégrité, mais aussi et surtout l'humilité. En tant que citoyen actif, ayez l'esprit d'entreprise, car ceux qui réussissent sont ceux qui entreprennent. Ayez de l'audace et de l'imagination pour prendre votre destin en main. En un mot, créez en vous, le gouvernement est à vos côtés. Cette rentrée solennelle a été mise à profit par la Jeune Chambre internationale pour distinguer ses partenaires à travers la remise de plusieurs témoignages de satisfaction. La lutte contre le paludisme, objet d'une campagne de sensibilisation à travers des jeux concours intervillages. Elle est initiée par le programme national de lutte contre le paludisme dans la commune rurale de Fabrigui dans le département de Boboy. Rachida Nawada. Cette cérémonie qui est en fait un championnat de jeux concours intervillage s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme. Organisée par le programme national de lutte contre le paludisme PNPL sur financement des laboratoires Sanofi dans la commune rurale de Fabigui, département de Boboy. Ainsi, dans son allocution, le maire de la commune rurale de Fabigui dira que la lutte contre le paludisme demeure la principale préoccupation des autorités communales. Mesdames et messieurs, le paludisme reste et demeure la pandémie la plus meurtrière pour nos populations. Nous devons alors conjuguer tous nos efforts pour atténuer les effets néfastes du paludisme. Ainsi, je salue de passage les efforts considérables faits par les autorités de la 7e République à travers les actions hardies que mène le programme national de lutte contre le paludisme. Je salue également la bienveillance des partenaires techniques et financiers qui ont fait du paludisme leur cheval de bataille. L'occasion m'est offerte à ce moment solennel pour lancer un appel vibrant aux représentants du laboratoire Sanofi pour que notre CSI de référence soit un partenaire de choix dans ces interventions dans le domaine du paludisme et bien d'autres maladies. Puis, la cérémonie a été agrémentée par des animations culturelles ayant trait au paludisme, suivi du jeu concours, qui consiste à mettre aux prises 8 villages de Fabigui, disposant d'une case de santé repartie en 3 groupes, adolescents, femmes et hommes. À l'issue du concours final, des prix symboliques composés de moustiquaires, des t-shirts, des livrets scolaires et des matériels d'hygiène assainissement ont été remis aux premiers de chaque catégorie. Sur le déroulement de cette compétition, écoutons la communicatrice du programme national de lutte contre le paludisme. Ça a été d'abord le choix
des villages qui s'est d'abord basé sur le nombre de cases de santé qui existent à Fabidji. Il y a 8 cases de santé et ces cases de santé ont choisi les gros villages, les villages les plus peuplés de leur cases. Et ce qui fait qu'on a pu retenir les 8 gros villages. Il y a eu des éliminatoires dans les quartiers. Les quartiers se sont retrouvés pour avoir l'équipe qui va venir ici à Fabidji les représenter. Et là, nous remercions Sanofi qui a financé cette activité, qui a appuyé le programme PALU dans la mise en œuvre de ces activités, qui est la sensibilisation des populations pour un changement de comportement. Nous avons approché, vous avez vu les enfants, les femmes et les hommes qui sont nos cibles en matière de lutte contre le paludisme. L'objectif assigné à cette sensibilisation, c'est le changement de comportement. Le PALU continue à tuer, comme vous le savez, les données augmentent toutes les années et nous voulons maintenant aller au fond de nos communautés pour les informer, surtout prendre les enfants qui, vous savez, s'ils adoptent un comportement, c'est pour toute la vie. Retenons qu'au cours de l'année 2013, il a été enregistré plus de 11 000 cas de paludisme dans l'aire de santé de la commune de Fabigui. Pour dire que le paludisme occupe le premier rang parmi toutes les maladies que rencontre cette commune. Une mission de supervision du comité de pilotage de la cellule philo-socio séjourne dans cette même région de Dosso. Cette délégation, conduite par le coordonnateur national de la cellule crise alimentaire, Yabilan Maman, a visité plusieurs réalisations du projet avant de procéder au lancement de l'opération transfert d'argent pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Kéché. Ousmane Abdou, Moro Abdou. L'objectif global de cette mission conduite par M. Yabilam Mamman, coordinateur national de la cellule crise alimentaire au cabinet du Premier ministre, composé également des représentants du ministère des Finances, des cadres nationaux et régionaux du projet filets sociaux et de superviser les activités du projet dans la région de Dosso afin d'apprécier sa mise en œuvre, rencontrer et échanger avec les responsables locaux, les partenaires et les bénéficiaires pour relever les difficultés et formuler les recommandations. La délégation a ainsi visité le site de récupération des terres de Lélé Gourou dans la commune rurale de Tessa, où 30,64 hectares ont été récupérés avec pour objectif d'améliorer l'accès des populations pauvres et menacées d'insécurité alimentaire au programme à transfert d'argent par le Cash for Work. La délégation s'est réjouie de la qualité des travaux et s'est entretenue avec les populations qui ont vu leur pouvoir d'achat amélioré. À Lamdara, dans la commune rurale de Guéchémé, en présence du préfet du département de Tibiri, Batoure Bako, la délégation a assisté à une opération de paiement cash transfert aux 129 ménages sur les 1514 qui comptent la commune de Guéchémé, à raison de 10 000 francs CFA par ménage par mois jusqu'à 24 mois. Ils ont échangé avec les bénéficiaires bien organisés qui ont demandé de transmettre leur reconnaissance aux autorités de la 7e République pour cette opération qui a permis la réduction de leur niveau de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. À Angual-Bozari, 140 ménages pris en charge par le projet filets sociaux à travers le transfert d'argent et le volet comportemental avec l'objectif d'adopter les pratiques familiales essentielles recommandées par l'UNICEF où 6 relais communautaires ont été recrutés. La délégation a assisté ce samedi à Kéché au lancement des opérations de transfert d'argent pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle présidée par le gouverneur de la région de Dosso en présence du président du conseil régional et du préfet de Douchi. Après les mots de bienvenue du maire de la commune rurale de Kéché, le préfet de Douchi, Rissa Hamoudou, a rappelé qu'après plusieurs mois de préparation, les ménages vulnérables identifiés dans 12 villages vont commencer à jouir de l'opération cash transfert qui consiste au transfert mensuel de 10 000 francs par ménage pour 24 mois, soit 136 millions de francs CFA pour 569 ménages. En procédant au lancement de ces opérations, confiées à l'Institut de microfinance Tanadi, le gouverneur de la région de Dosso Seydou Zataou Ali a rappelé qu'au terme de ces 2 phases de paiement, ce serait un montant total de 1 milliard 257 120 000 francs CFA qui serait versé aux ménages de la région de Dosso pour contribuer à la réduction de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, chère aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issifou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le gouverneur Seydou Zataou Ali
a au nom des populations salué cette initiative très louable avant de procéder à la remise du cash à la première bénéficiaire. Signalons qu'à toutes les étapes, les populations ont manifesté leur joie à travers des chants et des danses. Restons dans le cadre de ce projet. Le gouverneur de la région de Zender, Klamoutari, a présidé ce matin à Bekimbirji, dans le département de Tanout, la cérémonie de lancement de l'opération cash transfert du projet filets sociaux au titre de la région. Sandanatahi Lewali Babale. À Bekimbirji, 101 280 000 francs CFA seront distribués à 422 bénéficiaires de l'opération cash transfert du projet filets sociaux. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur Klamoutari lors de lancement de cette opération qui durera 24 mois. Au total, la région de Zender bénéficiera de 2 640 millions de francs CFA destinés à 11 000 bénéficiaires, a-t-il précisé. Ces bénéficiaires sont repartis dans 234 villages des 9 communes et 7 départements de la région de Zender. Ce qui n'est pas négligeable en termes d'apport dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment la réduction du degré de leur vulnérabilité. Il a enfin appelé les bénéficiaires à une utilisation judicieuse de cette manne des autorités et des partenaires afin de faire face à la période de soudure. Intervenant dans la même lancée, le préfet d'État Oumar Mohamed a rendu un hommage militaire aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Issouf Mohamedou, pour l'attention qu'elle porte à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. A noter que ces bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base des critères de vulnérabilité à l'issue des enquêtes menées au niveau ménage selon les responsables du projet qui se félicitent par ailleurs de l'engouement que suscite cette opération. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que l'importance des ménages que cela va toucher et aussi la durée de l'opération, ce qui est très important et qui peut déboucher sur la résilience des populations aujourd'hui qui est recherchée. Et ça va toucher environ 11 000 ménages au niveau de la région, c'est très important. Et ces ménages seront soutenus pendant au moins 24 mois. Je pense qu'il faut le souligner. C'est très important dans le cadre vraiment de la réduction de la vulnérabilité des ménages soutenus et également pour tendre vers le développement, ce qui est recherché enfin. Bon à savoir, le projet filets sociaux mène dans la région de Zender deux grandes activités qui sont cash transfert et cash for work, dont les impacts positifs ont été observés par cette mission lors de ses visites de terrain à Daouché et Rumji dans le département de Kanché. Ouverture ce matin a connu des travaux d'un atelier d'information et de sensibilisation des organisations féminines sur les enjeux environnementaux, les mesures de sécurité et les bonnes pratiques environnementales. Et c'est le préfet du département de Koni qui a présidé la cérémonie. Fatih Bamou, Mahamadou Agoumou. Cet atelier d'information et de sensibilisation a regroupé plus d'une soixantaine de femmes. Il sera question au cours de cet atelier de débattre sur les enjeux environnementaux, les mesures de sécurité et les bonnes pratiques environnementales. Organisé par le Bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact BEEI, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa, Zender, PMRSA, MTZ. L'activité que nous menons aujourd'hui a pour cible les femmes. Donc c'est les organisations paysannes qu'on a conviées et qui sont d'ailleurs toutes là. Et ce sont à elles qu'on va faire transmettre ce message de prise en compte de préoccupations environnementales et sociales dans leur activité. Et aussi, auparavant, on a déjà eu à faire ce même atelier d'information et de sensibilisation à l'égard des pêcheurs, des brigadiers phytosanitaires, des organisations paysannes et des producteurs. Donc, quatrième et cinquième cible, ce seraient les agents de proximité, d'encadrement de proximité de base, à savoir les CDA, les CIB et puis éventuellement les auxiliaires forestiers. Et la dernière cible, ce serait les départementaux, tous les directeurs départementaux dans les zones d'intervention du PMRSA, et plus précisément, quand je dis tout, vraiment ceux qui s'intéressent ceux qui sont actifs dans la mise en œuvre du PMRSA, à savoir l'agriculture, l'élevage et le génie rural et l'environnement.
Dans son intervention, le préfet du département de Konni, M. Abbas Sarkin Abzin, est revenu sur l'objectif principal de cet atelier, qui est d'informer et de sensibiliser les acteurs de mise en œuvre du dit projet sur les enjeux environnementaux, les mesures de sécurité et les bonnes pratiques environnementales. Aussi, elle permettra d'internaliser les techniques simples de prise en compte et d'intégrer des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du PEMARSA, ce qui cadre parfaitement avec le plan de développement économique et social, le PDS 2012-2015, adopté par le gouvernement et qui constitue de l'importance utile tel que le cadre législatif et réglementaire en matière d'évaluation environnementale ouvrière, la politique de la Banque africaine de développement BAD, les outils d'évaluation environnementale du Niger, le contenu du plan gestion environnementale et sociale, PGS, du PEMARSA, seront développés tout au long de cette journée. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Birnin-Konni a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants et un agréable séjour à Konni. Lancement officiel ce matin à l'université de Maradi des travaux d'un fonçage d'un projet de fonçage d'un forage au profit de la communauté universitaire d'un montant de plus de 20 millions de francs CFA entièrement financés sur fonds propres de l'État. Il s'agit à travers ce lancement de tenir une promesse faite par le gouverneur sortant de la région de Maradi, Amadou Babale. Kassoumotari Mamano Moro. Rappelons qu'il y a quelques jours, lors de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à l'université de Maradi, le gouverneur sortant de la région s'est engagé à résoudre définitivement ce problème crucial d'eau que rencontre la communauté universitaire de Maradi. Aujourd'hui, à travers ce lancement des travaux de construction de ce forage, c'est une promesse tenue par le premier responsable de la région, Amadou Babale, une initiative qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance du Niger du président de la République, Issou Mahamadou. Aujourd'hui, Dieu merci, nous venons de procéder au lancement du fonçage de ce forage. C'est une opération qui cadre parfaitement avec le programme de renaissance, c'est-à-dire servir de l'eau potable à la population. Donc je me réjouis très parfaitement de ce lancement, de ce chantier qui va être en tout cas un important joyau pour l'université de Maradi. Pour sa part, le recteur de l'université de Maradi, après avoir remercié le gouverneur de la région et les autorités de la 7e République, a déclaré que la construction de ce forage vient à point nommé, car à sa 4e année d'existence, l'université de Maradi connaît actuellement une évolution exceptionnelle du nombre d'étudiants. Vous avez pris un engagement, le voilà aujourd'hui tenu. Je me réjouis de cela et je vous remercie vivement au nom de toute la communauté universitaire pour nous avoir résolu de manière, je pense, définitive ce problème qui est tout à fait crucial, aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants et les personnels administratifs et techniques. De son côté, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Maradi, Jataou Ousmane Rabiou, cette denrée vitale se fait rare à la cité mère alors qu'elle constitue la source de vie. La concrétisation de cette promesse du gouverneur de la région de Maradi leur donne plus d'espoir quant à la poursuite de leurs études dans des conditions favorables. Nous voudrons dans un premier temps nous en féliciter et aussi nous réjouir de voir surtout un premier pas et un grand d'ailleurs pas a été franchi dans la réalisation de ces forages qui va sans nul doute trouver des solutions aux problèmes d'eau dans lesquels en tout cas durant beaucoup d'années la communauté studentine en particulier et universitaire en général se végète. A noter enfin que le coût des travaux de construction de cette importante infrastructure hydraulique confiée à l'entreprise Adamo Sankweni, AHK, sont estimés à plus de 20 500 000 francs CFA entièrement financés sur fonds propres de l'État.
Une mission de supervision conduite par le conseil régional de Maradi vient d'effectuer une visite de terrain dans la commune de Guidarumji. Elle y a visité les réalisations du projet de valorisation de retenue d'eau et autopromotion des communautés locales au Sahel. Maman Oumarou, Adina Galas pour le détail. Outre le conseil régional, la mission est composée des représentants et ou responsables des structures comme la direction de vulgarisation agricole, la direction régionale du génie rural, la direction des études et programmation du ministère de l'Agriculture, la direction régionale de l'agriculture et la coordination régionale du VRAX. La mission s'est rendue dans le village de Koumchi, dans la commune urbaine de Guidarumji. Il s'est agi de constater des visu l'impact des travaux de réhabilitation et ou d'entretien du C de Goulbi. Et après un entretien avec les populations, l'on a retenu que les résultats des récoltes ont été concluants au grand bonheur des exploitants de la vallée. Le maire de Guidarumji l'a confirmé et le représentant du conseil régional s'en est réjoui pour dire qu'effectivement les activités menées par le projet de valorisation de retenue d'eau et autopromotion des communautés locales profitent bien aux communautés. Ceci est d'autant plus vrai que sur le site de Koumchi, le constat démontre que leur cadre de vie a enregistré une nette amélioration. Dans cette zone, l'on note avec satisfaction que la volonté politique des plus hautes autorités du Niger est devenue volonté populaire, pleine d'engouement, traduite par ces populations qui y croient fermement et les récoltes engrangées ici avec l'appui de la coopération japonaise en disant. Le site visité ici par la mission est un de 4 sites d'épandage de Koumchi réalisés par le VRAX. Le conseil régional, la représentation des populations au niveau régional s'en est félicité pour demander encore aux autres partenaires de développement d'emboîter le pas à la coopération japonaise. Les exploitants ne cachent pas leur totale satisfaction au vu de leurs récoltes pour lesquelles les débouchés d'écoulement existent mais doivent être multipliés pour être à la hauteur de 9 seuils d'épandage, 12 champs écoles pour culture pluviale et 11 autres pour les cultures irriguées. Il faut noter qu'en perspective, Maradi bénéficiera pour cette année 2014 de 18 champs écoles pour les cultures irriguées et 19 pour la prochaine campagne de l'hivernage. C'est la promesse faite par Zachary Sédou, coordinateur du projet de valorisation de retenue d'eau et autopromotion des communautés locales au Sahel avec l'appui de la coopération japonaise. Il faut dire que le seuil de Koumchi favorise l'épandage sur le lieu majeur du Goulbi Maradi et la remontée de la nappe d'eau pour permettre le développement de l'agriculture au profit des 12 villages bénéficiaires autour du site. Toute chose qui contribuera sans doute à l'atteinte des objectifs du programme politique du président de la République Issoufou Mahamadou à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Restons dans cette région où le préfet du département de Dakoro a organisé des prières collectives sur toute l'étendue de son entité administrative. Ce jeudi, c'était le tour de la commune urbaine de Dakoro, dernière étape d'une longue série de prières pour implorer le Tout-Puissant Allah de descendre sa miséricorde sur le Niger et la Oumma islamique. Ankaro Hassan Idrissa Imran. Le préfet du département de Dakoro, en collaboration avec les 12 communes, les 4 cantons et 2 groupements Peul et Touareg que compte le département, a organisé dans chaque commune autour du maire et du chef de canton une prière collective pour implorer le pardon du Tout-Puissant Allah afin qu'il descende sa miséricorde et la paix sur l'ensemble du pays et sur la Oumma islamique. Les ulémas venus des différents cantons du département ont lu entièrement, totalement et pleinement le Saint-Coran pour que le Niger en bénéficie de la clémence, de la guidance, de la prospérité et de la paix du Tout-Puissant, tant indispensable pour le développement du pays. Le préfet du département de Dakoro, Ontene Konjoa, a expliqué l'objectif visé à travers ces prières. Il s'agit de la consolidation de la paix qui est un concept multisémantique. Quant à l'honorable chef de canton de Kwarnaka, El Haj Maman Jakoudi Akola, a dit que, à l'instar de toutes les autres contrées du Niger, Dakoro vient s'ajouter et ajoute sa voix parmi celles qui implorent le pardon du Tout-Puissant Allah afin qu'il aide et protège le Niger. Enfin, le chef de canton hôte, en l'occurrence l'honorable El Haj Issou Medebo Katumbe de Birin-Lele, n'a ménagé aucun effort pour que cette séance de lecture collective du Coran soit une réussite en présence de ses pairs de Kwarnaka, de Badergoula et de Solita Gris qui se sont déplacés avec leurs illustres imams et des érudits pour apporter leur contribution dans la pérennisation de la paix, condition sine qua non pour le développement du Niger,
cher aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République. Le chef de canton de Birin-Lelle, El Hadj Issoufou Medebo Katumbe, a remis aux oulémas une somme de 500 000 francs, une façon de les remercier et de les encourager de persévérer dans les prières pour la prospérité de notre pays qui, à n'en point douter, est un havre de paix. Ce matin à Niamey du 5e congrès ordinaire du Parti des masses pour le travail PMT Al-Barka, plusieurs délégations étrangères et des partis amis du Niger ont pris part à ce congrès. Mahmoud Idrissa Mega et Mohamed Adamou. L'aspect le plus marquant de ce 5e congrès ordinaire du Parti des masses pour le travail PMT Al-Barka est la réitération de son soutien au programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou et la croyance ferme à sa capacité de conduire les affaires de l'État, a laissé entendre le président du comité central du parti, Abdulkarim Mamalo. Évoquant la situation sécuritaire internationale et les multiples foyers de tension à travers le monde, il a salué la paix et la quiétude sociale dans laquelle vivent les Nigériens, malgré les différents politiques et idéologiques. Le président du comité central du parti a apprécié également au cours de ces conférences de presse plusieurs aspects de la vie socio-politique et économique du pays. La campagne agricole 2012-2013, la corruption, la question minière, les détournements des biens publics, pour ne citer que cela. Je voudrais tout d'abord vous présenter à vous et à vos familles respectives, ainsi qu'à tout le peuple du monde, mes vœux les meilleurs de santé, de paix et de prospérité à l'occasion de la nouvelle année 2014 qui s'annonce sous de très bons signes pour notre peuple. Aujourd'hui, plus qu'hier, et comme tous les peuples du monde, notre peuple aspire à la paix et au développement. Notre peuple aspire à la démocratie et à la République. Notre peuple aspire à une République de travail qui neutralise les ribous et les sanctions, toujours prompt à récupérer à longueur de journée le fruit du travail des autres. Notre peuple aspire à une République démocratique et sociale où les citoyens vivent et prospèrent de son travail, où les plus faibles sont protégés par l'État et les instruments de la République. Le comité exécutif central et le comité d'organisation du 5e congrès nourrissent l'idée militante qu'un tel thème constituera pour nous et pour le PMT Al-Barka l'opportunité d'une haute lecture de la vie publique, une lecture qui tranche avec celle de ceux qui répètent à tous, sur tout le ton, à propos et hors propos, que sans eux, notre pays est abonné au cataclysme. Quant à nous, nous sommes résolument inscrits à gauche. Et notre vision politique est celle qui croit aux vertus de la démocratie sociale, c'est-à-dire celle qui considère l'homme au centre de l'action publique. Et nous sommes donc à l'opposé de tous ceux qui jouent les arrogants et les poils à gratter et qui jouent quotidiennement à réaliser un hold-up complet sur la démocratie sociale. Pendant que les autorités actuelles s'emploient à réaliser des résultats remarquables sur le plan politique, il faut cependant reconnaître qu'une onde de choc propage, comme un serpent de mer, un sentiment de malaise social qui ne peut laisser indifférent l'expérience sociale. La stratégie consistant à dresser l'une contre l'autre les deux plus importantes personnalités de la République, à savoir le président Tanja Mamadou et le président Issoufou Mahamadou, procèdent de ce travail de sape savamment réfléchi, destiné à isoler l'un et l'autre et à installer la chélie au sein de notre société. Le PMT Al-Barka se réjouit que les partis politiques membres de l'Alliance pour la République et le changement ARC l'aient énergiquement dénoncé à l'occasion du meeting du 26 novembre 2013 et demandé solennellement que toutes les citoyennes et tous les citoyens de la République se mobilisent pour démasquer et déjouer le complot de ceux qui s'entêtent au quotidien à provoquer cette tragédie. Comment ne pas noter la détermination et le ferme engagement du président de la République à combattre la corruption, le détournement des deniers publics et l'impunité qui sont des fléaux qui compromettent aujourd'hui la République et hypothèquent les efforts de développement de notre pays. Aussi, notre parti réaffirme son ferme soutien au président et à son programme de gouvernement et salue le courage et la témérité avec lesquels
les autorités de la 7e République appréhendent et assument la gestion de la chose publique, ainsi que leur désir de conduire notre pays dans le peloton des pays émergents en Afrique et dans le reste du monde. L'autre aspect qui a marqué ce 5e congrès ordinaire du parti Al-Barka est la participation de plusieurs délégations étrangères, comme le Nigeria et le Cameroun, et des partis amis, comme l'Union pour la renaissance des partis sankaristes du Burkina Faso. Des délégations qui ont tous adressé des messages d'amitié au PTM Al-Barka ainsi qu'à son président. Les partis amis et frères du Niger étaient également présents à ces congrès. Tous ont aussi réitéré leur amitié et leur soutien au parti des masses pour le travail PMT Al-Barka. Politique toujours, les militants et militantes du modèle FA Lumana des coordinations communales de Bermo et commune 1 de Tawa ont rendu public ce matin et aussi une déclaration de soutien au président de la République et à son gouvernement. Elle est lue ici par un des militants de la dite coordination. Nous, militants et sympathisants des modernes FA Lumana, des coordinations communales de Bermo et commune 1 de Tawa, faisons la déclaration suivante. 1. Apportons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour le bien-être du peuple nigérien. 2. Saluons, encourageons et félicitons nos camarades